Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau cours sur la vitesse d'obturation et le mouvement après avoir vu le chapitre sur les ouvertures et la profondeur de champ. Donc la vitesse est un des deux paramètres clés que doit maîtriser le photographe pour obtenir une fois de plus une bonne exposition mais aussi une bonne netteté ou un flou dosé pour retranscrire l'impression d'un mouvement. Donc la vitesse d'obturation, c'est quand même le deuxième paramètre qui permet de contrôler la lumière qui atteint le capteur. Plus rapide est la vitesse d'obturation, moins longtemps le capteur recevra de la lumière. La principale conséquence de la variation de ce paramètre sur le rendu de vos photographies sera de figer ou non le mouvement de votre image. Pour vous donner un exemple, pour un sujet en mouvement, une vitesse rapide de 1/1000 secondes fige le mouvement, donnant alors un sujet totalement net. Avec une vitesse plus lente, on peut alors voir des effets de filet qui donnent une impression de mouvement. Mais alors vous me direz, qu'est-ce qu'un obturateur ? En fait, il s'agit tout simplement d'un rideau se trouvant devant le capteur de votre appareil photo et il sert à contrôler le temps d'exposition de ce dernier à la lumière. Lorsque vous appuyez sur le bouton, ce rideau s'ouvre pendant un certain temps, puis se ferme. Ce principe est nommé vitesse d'obturation. Aujourd'hui, les obturateurs sont mécaniques, mais aussi électroniques. Ces derniers ont exactement le même but, mais ils fonctionnent différemment. Le choix de la vitesse, en général, il varie de 30 à 8000 au mieux. Après, encore une fois, dépendamment des modèles, de vos objectifs, voilà, tout ce qu'on s'est un peu dit auparavant. Mais l'échelonnement standard des vitesses, ça va de 30, 15, 8, 4, 2, 1/2, 1/4, 1/8, 1/15, 1/30, 1/60, 1/125, 1/250 et 1/500, etc. Après, entre les réflexes et les bridges, mais aussi un bon nombre de compacts, les vitesses sont différentes. Donc à quoi correspond la vitesse et le diaphragme ? Imaginez une fenêtre équipée d'un volet. Votre volet est fermé, il passe évidemment aucune lumière. Le volet est légèrement ouvert pendant un bref instant, il passe alors une petite quantité de lumière. Ou alors, le volet est grand ouvert pendant un long moment, il passe donc une grande quantité de lumière. Dans cet exemple simple que je viens de vous donner, la vitesse correspond à la durée d'ouverture du volet. Le diaphragme correspond au degré d'ouverture du volet. Les photographes, eux, ils emploient le terme vitesse, mais en réalité, le terme plus juste et qu'on devrait dire, c'est le temps d'exposition ou temps de pause. Donc évidemment, la vitesse d'obturation est profondément liée à l'exposition. Et comme je l'ai dit, la vitesse d'obturation est responsable de l'exposition. Si vous utilisez une vitesse d'obturation longue,
Le capteur de votre appareil photo recueillera alors beaucoup de lumière et la photo sera alors très lumineuse. En utilisant une vitesse d'obturation rapide, le capteur de votre appareil photo n'est exposé qu'à une petite fraction de lumière, ce qui donne alors une photo plus sombre. Imaginez du coup une journée ensoleillée. Vous devez alors utiliser une vitesse d'obturation rapide. Réfléchissez à l'exemple que je vous ai donné sur le volet. Si on veut que la photo ne soit pas surexposée, la vitesse d'obturation va alors devoir être rapide. En revanche, c'est la nuit. Et pour photographier de nuit, comme la lumière est basse, vous allez devoir prendre la photo avec des vitesses plus longues. Cependant, n'oubliez pas qu'en utilisant des vitesses plus longues, vous aurez sûrement besoin d'un trépied pour obtenir des images nettes. Le mode qui est vraiment le mode adapté pour la vitesse sur les appareils photo, c'est le mode TV, priorité à la vitesse. Et après, le terme dépend aussi encore des modèles d'appareils photo. Et c'est ce mode qui va figer ou créer alors des effets de filet, comme je vous ai dit, des effets un peu féeriques, si je peux dire ça comme ça. Donc le mode TV, c'est vraiment un premier pas vers l'utilisation du mode manuel. Et il permet vraiment de contrôler la vitesse d'obturation et autrement dit, le temps d'exposition. Donc ce mode est aussi appelé exposition automatique avec priorité à l'obturation. Et donc c'est vraiment le mode qui va permettre au photographe de choisir sa vitesse d'obturation. Dans ce mode, l'appareil photo va calculer automatiquement l'ouverture du diaphragme pour faire entrer assez de lumière vers le capteur et obtenir un cliché bien exposé. En français, on parle alors de vitesse et en anglais de time, autrement dit de temps, ce qui est plus juste puisque la vitesse d'obturation est en fait, encore une fois, la durée pendant laquelle le capteur va être exposé à la lumière. Une grande vitesse d'obturation est encore une fois un court temps d'exposition. On parle alors de vitesse assez rapide lorsqu'elle est supérieure à la focale de l'objectif et de vitesse lente lorsqu'elle est inférieure à la focale. Par exemple, vous avez un objectif 50 mm. On peut alors dire que 1/30 est une vitesse lente. A l'inverse, vous avez un téléobjectif de 200 mm. 1/125 est donc une vitesse lente. On peut alors considérer qu'une vitesse rapide commence dès un point 1/125, voire 1/500. Comme presque tout en photographie, la vitesse d'obturation possède des valeurs normalisées sur la base d'une progression géométrique. En argentique, on trouvait ainsi les valeurs suivantes en secondes et en fractions de seconde. 1, 1/2, 1/4, 1/8, 1/15, 1/30, 1/60, 1/125, 1/250, 1/500 et ce jusqu'à 2000. Mais l'avènement de la photographie numérique a permis alors d'affirmer ces valeurs. Ainsi, on trouvera alors des vitesses d'obturation de 30 secondes
à 1 seconde et de 1/2000 secondes à 1/8000 secondes, voire plus sur certains appareils. Sur tous les boîtiers normalement dotés des modes Pro, vous trouverez aussi la touche B. Et tant que vous maintenez le déclencheur, la lumière entre dans l'appareil et l'obturateur reste alors ouvert. Lorsque vous lâchez, l'obturateur se ferme. On peut alors donc choisir son temps de pause selon les besoins. Cette fonction peut vraiment être très utile lors de la prise de vue d'orage, d'éclairs, d'étoiles. Sur les boîtiers argentiques, il y avait une touche T qui revient un peu au même, parce qu'elle consistait elle aussi à appuyer une première fois pour ouvrir l'obturateur et une seconde pour la fermer. Mais malheureusement, les constructeurs d'appareils photo argentiques ont abandonné cette touche. Alors, comment figer le mouvement? Saisir un déplacement ou stopper un mouvement se fait donc grâce à une vitesse plus ou moins rapide. Prenez par exemple le sport. Une vitesse rapide figeant le mouvement est la condition sine qua non pour réussir une belle photo. Il est donc souvent conseillé de ne pas descendre en dessous de 1/800. Encore une fois, tout dépendamment de la lumière ambiante, de l'ouverture du diaphragme, de la sensibilité choisie, de l'angle de prise de vue. Mais bon, c'est un peu quand même, cette valeur que je vous ai donnée, c'est quand même une valeur un peu passe-partout. Par exemple, en sport automobile, il faudra choisir une vitesse 1/1000. La vitesse rapide sert aussi également à la photo en nature, si vous voulez par exemple aussi photographier un oiseau en plein vol. Alors maintenant, comment réaliser un effet de filet? Le filet, ça consiste à suivre un mouvement afin de le rendre flou. On utilise notamment en sport mécanique pour rendre la sensation de vitesse du sujet ou pour donner de la dynamique à une photo. Cette technique évidemment demande de la dextérité, de la rapidité du photographe, mais aussi de l'entraînement. Non pas que la difficulté soit insurmontable, mais ça relève vraiment d'une habitude à prendre. Et encore une fois, même si votre boîtier est positionné sur une vitesse très rapide, le sujet principal sera flou si vous ne le suivez pas. Vous devez être entre guillemets plus rapide que lui. Bon, évidemment, il n'est pas question ici de courir pour aller photographier une voiture de course. Mais vous devez avoir la même vitesse entre guillemets virtuelle. C'est-à-dire que votre sujet se déplace d'un point A à un point B dans un certain laps de temps. Du coup, avec votre appareil, vous devez le suivre sur sa ligne droite. Et la technique du filet, malgré les apparences, elle utilise une vitesse relativement lente car cette dernière doit toujours être inférieure à la focale de l'objectif. Vous pouvez vous entraîner à faire des tests qui finiront par vous habituer et vous mettre en mode eye focus ou eye servo, mais jamais en mode one shot. Les deux premiers modes autorisant alors des sujets en mouvement et vous assurant aussi une mise au point. Maintenant, on va voir la vitesse lente qui est appliquée sur les cascades, les eaux vives et la foule. Donc cette technique, c'est vraiment une technique assez sympathique qui permet de sublimer les situations banales et créer un peu des effets spéciaux. La vitesse lente, c'est vraiment un choix très personnel, mais ça peut être un choix aussi esthétique. Et dans plusieurs cas, comme la photographie, encore une fois, comme je vous ai dit,
des cascades, eau vive, fontaines, des villes animées, des feux d'artifice, bref, des personnages en mouvement. Vraiment, c'est vous qui choisissez. Par exemple, si vous photographiez l'eau, c'est sûr que c'est un peu ennuyeux de voir l'eau figée, et alors que le principe de l'eau, c'est quand même d'être en mouvement. Donc, le fait est de donner, en photographiant l'eau, de mettre une vitesse lente, ça permet alors de lisser l'eau et de donner un côté plus uniforme, plus doux à la photo. Et avec le mode TV, avec 1/250, les gouttes sont figées, et alors il faut descendre à une vitesse du coup plus lente, qui est 1/60, voire 1/30, pour commencer à créer cet effet justement dont je vous parle. Bon, évidemment, cette vitesse vous obligera encore une fois à mettre votre appareil photo sur un trépied pour éviter le flou de bouger. Autre exemple, la foule. Devant un monument, souvent vous avez beaucoup de gens qui sont autour. Vous n'allez pas attendre des heures pour qu'il n'y ait plus personne devant le monument. Avec la vitesse lente, par contre, vous pouvez tirer parti de cette foule pour animer votre photo et intégrer judicieusement un effet de filet, justement, qui peut donner un côté très esthétique. Pas la peine d'avoir un trépied sous la main. Un filtre gris ND serait l'allié idéal pour réduire la quantité de lumière arrivant au capteur, tout en gardant une vitesse suffisante pour éviter le flou de bouger. Pour les lumières de la ville de nuit, évidemment, le paysage urbain de nuit offre une grande possibilité pour faire des clichés super beaux. Et il est vraiment ici question de trouver un équilibre parfait entre ombre et lumière, car ce sont les éclairages qui vont primer. Donc, regardez vraiment autour de vous la nuit, les sujets possibles vraiment qui peuvent se multiplier, les enseignes lumineuses, les phares de voiture, les éclairages de toutes sortes. Et vous me direz pourquoi utiliser la vitesse lente dans ce cas de figure de la nuit. Tout simplement pour renforcer encore une fois l'esthétisme de la photo. Avec une vitesse rapide mais une sensibilité poussée, votre cliché sera certes bien exposé, mais un peu plat, moins d'intérêt, si je peux dire ça comme ça. Alors que la vitesse lente transformera ces tout petits points lumineux comme des petites étoiles scintillantes, ou des filets, comme je disais. Autre cas de figure où la vitesse lente a son rôle à jouer, c'est pendant les concerts, les spectacles et les personnages de nuit. Une vitesse lente de 1,60 ou 1,15 associée à un flash, à une sensibilité entre 800 et 1600 ISO, permettra d'obtenir un mouvement figé sur certaines parties et flou sur d'autres. Donc voilà, je vous conseille d'aller vraiment vous entraîner dehors, que ce soit de nuit ou de jour. Et à changer vos vitesses pour voir ce que ça peut donner au niveau des filets, comme je disais, ou alors pour faire de la photographie de sport, prenez un de vos amis qui est en train de courir, ou votre animal, ce que vous voulez, vraiment entraînez-vous. Donc pour conclure, sans lumière, il n'y a pas de photographie. Et sans compréhension de la lumière, vous ne pouvez tout simplement pas maîtriser la photographie. Commencez simplement par apprendre à reconnaître les différents types de lumière, douce et dure, et les types d'éclairage, avant, latéral, rétro-éclairage. Commencez par apprendre et maîtriser la lumière douce et l'éclairage frontal, qui sont faciles à utiliser et qui conviennent parfaitement aux débutants. Et au fur et à mesure que vous avancerez, vous apprendrez à modifier alors la lumière, passer à l'expérimentation de la lumière plus dure, plus difficile à maîtriser. Ça créera des images beaucoup plus dramatiques et plus marquantes. Je vous ai donné un petit exercice à faire en 2 étapes.
Alors, première étape, choisissez un lieu près de chez vous et rendez-vous là-bas sans appareil photo. Vous commencez par y aller une fois le matin, une autre fois le midi et une autre fois en fin de journée. Et vous observez comment la scène est éclairée. De même pour les éléments présents. D'où vient la lumière? Est-elle directe ou indirecte, intense ou douce? Crée-t-elle de forts contrastes ou des ombres marquées? Essayez de nommer les lumières et leur direction. Dans la deuxième partie de l'exercice, refaites la même chose qu'au point 1, mais cette fois avec votre appareil photo, et tentez de capturer ce que vous voyez. Ensuite, vous analyserez vos images pour voir si vous pouvez percevoir et décrire la lumière de la même manière choisie. Jouez aussi sur la balance des blancs, ça peut être intéressant.